Un matin, le Sahel s'est tu sans préavis. En quelques heures, des stations entières ont vu leurs écrans de contrôle passer du vert au noir, tandis que les entreprises étrangères découvraient qu'elles n'avaient plus accès à une seule goutte du fleuve Sahel. Au cœur de cette coupure, un nom revenait partout. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso qui venait d'ordonner la fermeture des vannes, la rupture des contrats et la reprise en main de la rivière. Que signifie ce geste pour le Burkina Faso, pour l'Afrique et pour ceux qui, depuis des décennies, considéraient cette eau comme un simple actif dans leur bilan? Dans les minutes qui ont suivi l'ordre, les réactions ont explosé. À Bruxelles, à Washington, dans les salles de marché comme dans les ONG, la décision d'Ibrahim Traoré a été décrite tour à tour comme un sabotage, une folie politique ou une libération historique. Ce récit va expliquer comment un fleuve géré pendant près d'un siècle par des sociétés étrangères est redevenu un enjeu de souveraineté. Pourquoi le Burkina Faso a accepté de payer le prix économique et diplomatique de cette rupture et ce que cela change pour l'Afrique de l'Ouest. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'eau, mais d'un conflit autour des données, des contrats secrets et de la capacité d'un État africain à dire non. En suivant pas à pas les choix du président Ibrahim Traoré, des archives coloniales aux coupures de serveurs modernes, on voit se dessiner une question plus large. Jusqu'où un pays peut-il aller pour reprendre le contrôle de ses ressources vitales sans s'effondrer? Le 10 octobre 2025, un décret présidentiel tombe à Ouagadougou. Tous les contrats de gestion de l'eau confiés à des entités étrangères sont suspendus, et l'État burkinabé reprend directement le contrôle des vannes du fleuve Sahel. Dans la même semaine, un prêt de 400 millions de dollars destiné aux infrastructures hydrauliques est gelé par les institutions financières internationales et les agences de notation évoquent déjà un risque ouest-africain sur les marchés. Pour comprendre comment on arrive à ce moment de rupture, il faut revenir près de 8 décennies en arrière. En 1947, dans un bureau parisien éloigné des rives du Sahel, un administrateur colonial approuve un contrat qui place les droits hydrauliques de la région entre les mains d'une société européenne baptisée Aquaterra. Le document, rédigé dans une langue que la plupart des habitants du futur Burkina Faso ne peuvent ni lire ni contester, accordait à cette entreprise la gestion, la protection et surtout le bénéfice des eaux pour une durée de 99 ans. Pendant des générations, cette seule signature va décider qui peut irriguer ces champs, quelle ville se développe et quelle communauté reste dans la pénurie. Lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, il hérite de ce contrat comme d'un fardeau silencieux. En explorant les archives nationales, des boîtes couvertes de poussière, des lettres estampillées de cachets étrangers, il découvre des échanges entre banquiers, conseillers et responsables locaux qui révèlent des paiements secrets destinés à maintenir l'illusion d'un contrôle national. Plus grave encore, il comprend que même les données de précipitation du Burkina Faso sont juridiquement détenues à l'étranger. Son pays ne loue pas seulement des machines ou des logiciels, il loue sa propre rivière. C'est à partir de cette prise de conscience que la crise contemporaine de l'eau va se transformer en bataille de souveraineté. Au centre de cette histoire se trouve donc qu'un personnage, Ibrahim Traoré, chef d'État mais aussi lecteur obstiné de dossiers techniques et de clauses oubliées. Dans les couloirs du palais, on raconte qu'il a passé des nuits entières à relire le contrat de 1947, ligne par ligne, à annoter les passages où Aquaterra se voyait attribuer des droits sur des pluies tombant à des milliers de kilomètres de ses sièges européens. À ses côtés, un petit groupe d'ingénieurs, d'archivistes et d'anciens riverains du fleuve Sahel sert de boussole. Les premiers lui expliquent comment les systèmes d'irrigation modernes du bassin reposent sur des logiciels brevetés en Suisse capables d'être désactivés à distance. Les seconds, en exhumant des cartes anciennes, montrent comment les tracés officiels ont peu à peu écarté les villages de la gouvernance de l'eau. Les derniers, issus des communautés qui vivent depuis toujours le long du fleuve, lui rappellent que la rivière était autrefois gérée par des règles locales, transmises de génération en génération, sans contrat de 99 ans ni satellite. En recueillant ces témoignages et ces preuves, Ibrahim Traoré
comprend que le problème dépasse largement la facture d'un barrage ou d'un aqueduc. C'est l'architecture entière du pouvoir sur l'eau qui a été externalisée. C'est à ce moment-là qu'il envisage l'idée la plus radicale: rompre avec le passé, même si cela doit provoquer un choc diplomatique majeur. La séquence décisive commence discrètement, loin des caméras. Dans une ancienne salle de conférence coloniale aux murs fissurés, Ibrahim Traoré réunit ses ministres. Sur la table, il pose l'original du contrat de 1947. La lumière filtre par les fenêtres abîmées, et le document jauni semble appartenir à un autre siècle. Le président rappelle que ce papier a survécu à des gouvernements, à des constitutions et à des crises, mais que sa légitimité, elle, a expiré depuis longtemps. Puis, sans discours solennel, il déchire le contrat en deux. À l'extérieur, personne ne sait encore ce qui vient de se produire. Mais à l'intérieur de la pièce, le bruit du papier qui se rompt est perçu comme un point de non-retour. Quelques heures plus tard, Ibrahim Traoré ordonne un audit complet de toutes les opérations étrangères liées à l'eau du Burkina Faso. Des équipes mixtes, ingénieurs, soldats, administrateurs civils, sont envoyés le long du fleuve dans les stations de pompage sur les barrages. Ils ne portent pas d'armes, seulement des registres, des outils de mesure et des listes de numéros de série. Leur mission est claire: recenser et récupérer. Chaque vanne, chaque pompe, chaque compteur doit redevenir propriété de l'État. L'annonce se répand à la radio avant l'aube. Dans les champs, les agriculteurs interrompent un instant leur travail pour écouter. Sur les marchés, les conversations se figent autour d'une rumeur. Le président a repris la rivière. Personne n'applaudit encore. Tout le monde sait que l'eau ne vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'un prix politique et économique. À midi, les ambassades commencent à appeler les ministères. L'Union européenne demande des explications et évoque déjà des risques pour la stabilité régionale. Les États-Unis mettent en garde contre des conséquences graves. La Banque mondiale convoque une consultation urgente, tandis que le Fonds monétaire international examine le gel des financements en cours. À Genève et à Londres, des entreprises privées chargées de la maintenance des systèmes hydrauliques suspendent leurs services en signe de protestation. Pendant que le monde extérieur s'agite, Ibrahim Traoré rassemble son cercle rapproché dans une pièce faiblement éclairée, où le courant vacille sous l'effet du rationnement. Là, sur une table simple, repose le premier projet d'une nouvelle politique de l'eau, rédigée non pas par des cabinets de conseil internationaux, mais par des hydrologues locaux et des représentants des communautés riveraines. Le texte porte un nom symbolique: le contrat de la rivière. Sa première phrase ne parle ni de rendement, ni d'indicateurs financiers, mais d'héritage. L'eau n'est pas une marchandise, c'est un héritage. À partir de là, la confrontation se mesure aussi en chiffres. En moins de 24 heures après l'annonce burkinabé, les médias européens parlent de pire crise environnementale en Afrique de l'Ouest depuis des décennies, en affichant des cartes où le fleuve Sahel apparaît comme une ligne rouge clignotante de danger. Cette dramatisation sert à justifier des réunions d'urgence à Bruxelles et à Washington, où l'on discute sanctions, gel d'aide et réorientation de prêts. En parallèle, un prêt de 400 millions de dollars, déjà négocié pour moderniser les infrastructures hydrauliques, est officiellement suspendu. Ce chiffre n'est pas seulement une somme sur du papier, il représente des chantiers retardés, des emplois gelés, des réseaux d'irrigation qui resteront provisoires plus longtemps que prévu. Les autorités burkinabées savent que l'impact sera direct sur le budget national et sur la perception de la fiabilité du pays auprès des bailleurs. Du côté des flux financiers privés, les marchés réagissent avec la même brutalité. Les analystes en parlent d'un risque accru sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, ce qui entraîne une hausse du coût de financement pour plusieurs États voisins, même ceux qui n'ont pas touché à leur propre contrat. L'effet de contagion illustre à quel point la décision d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso. Dans le même temps, à l'intérieur du pays, les chiffres se font sentir dans la vie quotidienne. Les prix du carburant augmentent à mesure que les restrictions commerciales se précisent et que des livraisons sont retardées ou reroutées. Les importations de certains biens essentiels ralentissent, forçant les supermarchés à réduire leurs horaires d'ouverture. Sur les réseaux, les messages de panique se multiplient. On évoque des pénuries, des coupures, des files d'attente. Pourtant, malgré ce contexte, Ibrahim Traoré choisit une stratégie silencieuse. Plutôt que de répondre à chaque accusation,
Il se concentre sur le renforcement du contrôle intérieur, déconnexion progressive des serveurs de gestion contrôlés depuis l'étranger, remplacement des systèmes de mesure par des dispositifs sous administration nationale, création d'une autorité de la rivière chargée de surveiller les flux. Le message sous-jacent est simple. Si l'accès au financement et aux technologies est conditionné à l'abandon de la souveraineté, il faudra apprendre à reconstruire avec moins. Les données deviennent alors un terrain de bataille à part entière. Les révélations sur la vente de données hydrologiques à des conglomérats étrangers, depuis l'intérieur même du gouvernement, renforcent la conviction présidentielle que la dépendance n'est pas seulement matérielle, mais aussi informationnelle. En ordonnant la mise hors ligne des serveurs étrangers, Ibrahim Traoré transforme le réseau hydraulique du Burkina Faso en un système isolé, plus vulnérable techniquement, mais moins exposé aux manipulations à distance. Face à une décision aussi radicale, deux grandes lignes de critique émergent, souvent formulées par des experts internationaux. La première affirme que le geste d'Ibrahim Traoré met en danger la population qu'il prétend protéger. Selon cette logique, rompre brutalement avec les partenaires financiers et techniques risque de provoquer des pénuries, des coupures prolongées et un effondrement économique dont les plus vulnérables seraient les premières victimes. Les partisans de cette thèse insistent sur la nécessité d'une transition progressive, encadrée par des négociations et des garanties. La seconde critique considère que le Burkina Faso ne peut pas, à lui seul, restructurer un système hydrologique interdépendant. Les traités internationaux sur les fleuves transfrontaliers, les réseaux d'investissement et les flux commerciaux sont conçus pour dépasser les frontières nationales. Un État isolé, soutiennent ces voix, ne ferait que se marginaliser sans pouvoir influencer réellement les règles du jeu. Pourtant, lorsqu'on regarde les faits décrits dans les archives et les décisions récentes, ces arguments rencontrent une limite. Pendant des décennies, la promesse d'un contrôle équilibré et d'un développement partagé n'a pas empêché la concentration des droits sur l'eau entre les mains de quelques sociétés étrangères, ni la signature de contrats illisibles pour les populations concernées. Les risques évoqués aujourd'hui, manque d'investissement, vulnérabilité technique, pression diplomatique, étaient déjà présents, mais masqués par le vernis de la coopération. En posant un acte de rupture, Ibrahim Traoré ne supprime pas ces risques. Il les rend visibles. La question n'est plus de savoir si la dépendance comporte des dangers, mais qui en paie le coût et qui en fixe les conditions. C'est cette inversion du point de vue qui explique pourquoi, malgré la critique, une partie croissante des citoyens et des voisins africains voit dans sa décision non pas une fuite en avant, mais une tentative de réécrire les termes du contrat. Au milieu de la tempête, un basculement discret se produit. Alors que les médias étrangers multiplient les images alarmistes, des radios nationales dans plusieurs pays africains interrompent leurs programmes pour diffuser une phrase simple. Le Burkina Faso a repris son fleuve. Ce glissement du vocabulaire d'une crise à une reconquête marque un tournant. À Bakako, au Niger, à Conakry, au Mali, des étudiants, des jeunes ministres, des militants commencent à débattre publiquement de l'indépendance des ressources africaines. Des pancartes apparaissent dans les rues avec des slogans comme « Nos rivières, notre droit ». Les ingénieurs d'universités africaines échangent des données directement, sans passer par les canaux habituels. Dans ce climat, le nom d'Ibrahim Traoré est de plus en plus associé à une idée précise. Faire de l'eau un symbole de souveraineté autant qu'un besoin vital. Le contrat de la rivière, encore à l'état de projet, circule sous forme d'extraits, de citations, de rumeurs. Ce qui au départ semblait être une décision isolée commence à ressembler à un point de ralliement pour une nouvelle manière de penser les fleuves du continent. Les conséquences concrètes de cette rupture se lisent différemment selon les groupes concernés. Pour les populations rurales, d'abord, la transition est rude, mais elle ouvre aussi des espaces d'initiative. Dans les villages proches du fleuve Sahel, des habitants se réunissent pour nettoyer d'anciens canaux, réparer des bassins abandonnés, creuser de nouveaux passages pour rediriger l'eau. Ce travail est fatigant, parfois improvisé, loin des grands projets d'ingénierie, mais il est choisi plutôt que subi. Pour beaucoup, voir le président se déplacer sans garde rapprochée, boire dans les mêmes tasses métalliques que les ouvriers sur les chantiers, renforce l'idée qu'ils partagent leur effort. Pour l'élite administrative et économique, la situation est plus ambivalente. Certains fonctionnaires
craignent un effondrement budgétaire et plaident pour un compromis rapide avec les bailleurs internationaux. D'autres, au contraire, y voient l'occasion de redéfinir la relation entre l'État et les entreprises étrangères. La révélation d'un ministre impliqué dans la vente de données hydrologiques à un conglomérat européen montre jusqu'où la logique de dépendance a pénétré les institutions. La démission publique de ce responsable, suivie de la décision d'Ibrahim Traoré de privilégier la vérité plutôt que la vengeance, rebat les cartes du pouvoir intérieur. Pour les États voisins, l'épisode agit comme un test. Certains gouvernements prennent leur distance, redoutant des sanctions partagées ou une contagion politique. D'autres, comme ceux du Mali et du Niger, publient des déclarations communes qui saluent le geste burkinabé et évoquent la création d'un Conseil du bassin du Sahel placé sous autorité africaine. Même si ces textes peuvent sembler symboliques aux yeux des observateurs occidentaux, ils dessinent une possible architecture régionale qui ne repose plus sur les mêmes centres de décision. Enfin, pour les acteurs internationaux, le précédent est inquiétant. Voir un pays africain transformer une ressource vitale en levier de négociation autonome ouvre une brèche. Les pertes subies par certaines entreprises de technologie de l'eau, lorsque les marchés comprennent qu'elles ne contrôlent plus le réseau burkinabé, envoient un signal clair. La souveraineté a un coût, mais la dépendance aussi. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme une figure polarisante. Pour certains, un provocateur qui joue avec le feu, pour d'autres, le dirigeant qui, pour la première fois depuis longtemps, met en cohérence son discours sur la liberté avec des actes mesurables sur le terrain. À moyen terme, plusieurs trajectoires restent ouvertes sans que l'on puisse leur attribuer des probabilités précises. Un scénario de base verrait le Burkina Faso stabiliser progressivement sa situation intérieure tout en restant sous pression extérieure. Les infrastructures hydrauliques seraient maintenues grâce à des efforts locaux appuyés par une coopération renforcée avec quelques partenaires africains prêts à partager technologie et expertise sans imposer de contrôle direct. Les sanctions se maintiendraient, mais leur effet se tasserait avec le temps, à mesure que d'autres dossiers internationaux prendraient le dessus dans l'agenda des grandes puissances. Dans un scénario optimiste, le contrat de la rivière deviendrait un modèle pour plusieurs pays du Sahel. Un conseil régional, comme évoqué par certains dirigeants, coordonnerait la gestion du fleuve en donnant plus de poids aux communautés locales et aux universités africaines. Le geste d'Ibrahim Traoré serait alors relu comme le point de départ d'un mouvement de réappropriation des ressources qui attirerait de nouveaux types de partenaires, notamment des acteurs du Sud global intéressés par des relations moins asymétriques. Le scénario le plus sombre, enfin, verrait un durcissement des sanctions, une chute prolongée des investissements et un isolement politique croissant. Dans ce cas, la population risquerait d'associer la souveraineté à la privation, alimentant des tensions internes et des tentatives de retour à l'ancien ordre par des élites nostalgiques des flux financiers d'hier. Les réseaux de corruption liés à la gestion de l'eau pourraient se reconstituer sous d'autres formes, profitant des zones grises créées par la crise. Dans chacun de ces scénarios, la question centrale reste la même. Le Burkina Faso peut-il transformer une décision spectaculaire en architecture durable ? La posture d'Ibrahim Traoré ne suffira pas à elle seule. Ce sont les mécanismes collectifs, institutions, contrôle public, coopération régionale qui décideront si l'épisode de la rivière marque une parenthèse ou un tournant. Au-delà des chiffres et des communiqués, cette histoire touche aussi les spectateurs qui n'ont jamais mis le pied au Burkina Faso. Dans beaucoup de pays, l'eau apparaît comme un service banal. On ouvre un robinet et elle coule. Le récit du fleuve Sahel rappelle qu'ailleurs, ce geste peut dépendre de décisions prises à des milliers de kilomètres, dans des bureaux où les premiers concernés ne sont pas représentés. Pour les Africains de la diaspora, le nom d'Ibrahim Traoré résonne de manière particulière. Il incarne un refus, celui de considérer la colonisation comme un épisode clos dès lors que les drapeaux ont changé, alors que certains contrats continuent de produire leurs effets. Voir un dirigeant décider de rompre avec ce type d'accord au risque d'affronter des difficultés immédiates bouscule les habitudes de lecture d'une actualité souvent centrée sur les sommets et les conférences. Pour ceux qui observent cela depuis d'autres continents, la question posée est plus large. Qui possède les infrastructures invisibles qui soutiennent la vie quotidienne ?
Qui détient les codes informatiques, les brevets, les données climatiques qui déterminent le fonctionnement des réseaux d'eau, d'énergie ou de communication? L'exemple burkinabé montre qu'un contrat signé il y a près de 80 ans peut encore peser sur un pays bien après son indépendance officielle. En ce sens, l'histoire du fleuve Sahel dépasse largement le cadre d'une actualité africaine. Elle invite chacun à interroger la manière dont les ressources vitales sont gouvernées et à se demander ce qu'il adviendrait si un jour, chez lui aussi, quelqu'un décidait de débrancher les structures étrangères pour reprendre la main. Pour que le geste d'Ibrahim Traoré ne reste pas une exception isolée, plusieurs pistes concrètes se dessinent déjà. La première consiste à institutionnaliser la nouvelle gouvernance de l'eau à travers l'autorité de la rivière, chargée de surveiller les flux, les données et les contrats. Cette structure doit être suffisamment indépendante pour résister aux pressions politiques internes tout en restant redevable devant la population. La deuxième piste est régionale. Le projet de Conseil du bassin du Sahel, évoqué par le Mali et le Niger, aurait pour rôle de coordonner les usages de la rivière entre plusieurs États en privilégiant des règles écrites dans des langues locales et des standards définis par des experts africains. Une telle instance ne supprimerait pas les tensions, mais offrirait un cadre commun, moins fragile que des contrats bilatéraux signés sous asymétrie. La troisième piste concerne la formation et la technologie. Réduire la dépendance aux serveurs étrangers suppose de développer des compétences locales en hydrologie, en cybersécurité et en gestion de données. Les universités du continent peuvent devenir des acteurs centraux en créant des programmes dédiés à la souveraineté des ressources. Dans chacune de ces étapes, la figure d'Ibrahim Traoré reste un point de référence, mais le succès ne pourra pas reposer sur lui seul. Ce sont les ingénieurs qui remplacent les logiciels, les communautés qui participent aux décisions locales, les législateurs qui écrivent de nouvelles lois qui transformeront une décision audacieuse en système durable. Au bord du fleuve Sahel, un soir où la ville retrouve peu à peu la lumière après des semaines de rationnement, des familles se rassemblent avec des seaux vides et des tambours. Il n'y a ni slogan, ni discours officiel, seulement le bruit régulier de l'eau qui recommence à couler et le rythme sourd des percussions. Dans cette scène, la décision d'Ibrahim Traoré prend une dimension presque intime. Pour les enfants qui jouent pieds nus près du courant, l'histoire des contrats de 1947, des serveurs débranchés et des prêts gelés n'existe pas. Ce qu'ils voient, c'est une rivière qui leur est présentée comme à nous plutôt que gérée par d'autres. Les mots peints sur les murs, la rivière est à nous, résument en quelques syllabes ce que des années de rapports et de conférences n'avaient pas réussi à traduire. La souveraineté cesse d'être un thème abstrait pour devenir une expérience sensible. Remplir un seau sans se demander qui possède le code qui contrôle la vanne. Dans cette lumière, la controverse autour d'Ibrahim Traoré se teinte d'autre chose qu'un simple affrontement géopolitique. Elle devient le récit d'un pays qui accepte de traverser une zone de turbulence pour tenter de remettre son histoire entre ses propres mains. Cette histoire n'a pas de conclusion définitive. Les sanctions peuvent se durcir ou se relâcher. De nouveaux accords peuvent être signés, des gouvernements peuvent changer, Chiavin fait langer. Ce qui restera en revanche, c'est la trace d'un moment où un État africain a décidé de traiter son fleuve non comme une ligne dans un bilan, mais comme un bien commun à défendre. Pour ceux qui suivent ces événements de loin, la question n'est pas seulement d'approuver ou de condamner Ibrahim Traoré. Elle est de savoir quel type de relation entre peuple et ressources on souhaite voir se développer au XXIe siècle. Des contrats opaques gérés depuis des capitales lointaines ou des accords discutés à hauteur de ceux qui vivent au bord de l'eau, réfléchir à cette histoire, en parler, la comparer à d'autres luttes pour le contrôle de l'énergie, des terres ou des données, c'est déjà participer à ce débat. La rivière du Burkina Faso ne coule pas sur tous les écrans, mais la question qu'elle pose, elle, traverse les frontières.